Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Grand émoi dans la capitale française en ce 10 juillet 1815. Cela fait 20 jours que Napoléon a abdiqué pour la seconde fois. Le roi Louis XVIII est donc de retour à Paris, mais là seulement depuis 2 jours. Il retrouve les Tuileries qu'il avait abandonnées précipitamment, il faut le dire, en pleine nuit, 100 jours plus tôt. De sa voiture, un homme observe par le carreau l'agitation de la capitale. C'est un jeune homme, il a 35 ans, il a très belle allure. Son aspect juvénile ne peut pas cacher sa détermination. Il est parti pour les Tuileries, cet homme de 35 ans. C'est la première fois qu'il va rencontrer le roi de France. Alors, notre personnage a l'habitude de fréquenter les sommets du pouvoir. Durant l'Empire, on l'a vu courtiser la famille Bonaparte, mais en dépit de cette ancienne proximité, notre homme a réussi à se maintenir dans le nouveau régime et même il a décroché un poste important puisqu'il vient tout juste d'être nommé préfet de police de Paris. Et c'est pour faire son premier rapport au roi que ce jeune préfet se rend donc aux Tuileries. Le voilà qui descend de sa voiture, qui monte 2 par 2 les grandes marches qui le séparent des appartements du monarque. Et lorsqu'il pénètre dans le salon où se trouve le roi, le valet peut annoncer « Monsieur Élie Decazes ». Le nouveau préfet de police va pouvoir faire au souverain son rapport et Louis XVIII l'écoute patiemment. Je me félicite d'avoir un préfet de police d'un esprit aussi investigateur et aussi intelligent. On m'avait dit beaucoup de bien de vous. Je vois qu'on était resté au-dessous de la vérité, dit Louis XVIII. Et il va y avoir à partir de là une véritable conversation qui s'engage où le roi interroge Élie Decazes sur son parcours. Et autant le dire tout de suite, le roi est séduit par ce trentenaire au charisme évident, à l'enthousiasme communicatif. À la fin de la discussion, le roi demande carrément à Decazes de venir le voir autant qu'il le souhaite. Et ainsi, dit-il, vous me renseignerez directement sur les affaires. C'est tout à fait contraire aux usages, tout ça, bien entendu. Et Decazes perçoit le traitement de faveur dont il est en train de bénéficier. Et il comprend l'opportunité que ça représente. Il va pouvoir venir quasiment tous les jours, renseigner le roi, le consulter. François de Coustin écrit dans sa biographie d'Élie Decazes, je le cite, « Après 2 favoris qui ont été des compagnons d'exil, Louis XVIII se retrouve entouré de gens dont il se méfie, comme Talleyrand, voire qui le révulsent, comme Fouché, ou qui ne lui sont rien, simples hommes politiques interchangeables. » Decazes a pour intérêt d'être distrayant dans la solitude et l'ennui d'un monarque sans amis. Il l'alimente en informations. Préfet de police, il est au courant de bien des choses. Decazes le comprend vite et fournit le roi en anecdotes et ragots sur la cour et la ville. Et puis il est jeune, nous dit François de Coustin, jeune au milieu d'un personnel politique qui a connu l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire. Le monarque vieillissant va se faire le Pygmalion de ce jeune ambitieux. Et progressivement, on va voir l'influence d'Élie Decazes devenir de plus en plus remarquable et son emprise sur le roi bientôt s'étendre. C'est une emprise qui s'étend à l'ensemble des affaires politiques du pays. Franck Ferrand sur Radio Classique. Aussi bien, les 2 hommes vont-ils se voir le plus souvent possible, parfois plusieurs fois par jour. Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent plusieurs lettres par jour. Louis XVIII appelle Decazes « mon cher fils » et il l'enjoint en retour à l'appeler « mon père ». C'est peut-être pour le roi Louis XVIII une façon de compenser le fait de n'avoir pas eu lui-même d'enfant. Et très vite, il devient habituel, si ce n'est inéluctable, que tous les soirs de la semaine, Élie Decazes va pouvoir se rendre chez le roi. C'est ce qu'on appelle un favori, tout simplement. Dans une lettre, Louis XVIII écrit à son préfet de police « À ce soir, mon Élie, je te presse sur mon cœur, je te bénis, mon enfant, mon fils. » Vous imaginez la tendresse du roi pour ce garçon.
Seulement 3 mois après sa nomination comme préfet de police de Paris, Decazes est nommé ministre de la police pour remplacer Fouché. En septembre 1815, il entre donc dans le premier ministère Richelieu, qui est un ministère très proche de ce qu'on appelle les ultras, sous-entendu les ultra-conservateurs. Cette nomination surprend, bien sûr. Après tout, le ministre en question n'a que 35 ans, mais on ne se méfie pas véritablement de lui. Et l'on a tort, parce que le favori va se servir de ce portefeuille ministériel pour devenir de plus en plus indispensable. Il s'est maintenant fait un nom dans Paris. Il renforce encore sa relation avec le monarque. Le favori devient confident politique, devient conseiller. Il faut vous dire que sa vision est la même que celle du roi. Dans un de ses billets quotidiens, le roi écrit « Marchons entre la droite et la gauche en leur tendant la main et en nous disant que quiconque n'est pas contre nous est avec nous. » Politique dont on pourrait s'amuser à dire aujourd'hui qu'elle est inclusive d'une certaine manière. Decazes, parallèlement, va organiser de grands dîners qu'il paie avec les fonds du ministère, ai-je besoin de vous le dire, dîners qui ont un but, le rendre de plus en plus incontournable dans ce milieu politique parisien. Le baron d'Aussay, qui assiste à certaines de ces soirées, décrit le comportement du favori. Écoutons ce que nous dit ce témoin oculaire. Il faisait bon le voir parcourant ces salons encombrés, prenant, sans bien savoir à qui elles appartenaient, les mains qui venaient se placer dans les siennes, distribuant à droite, à gauche, et sans beaucoup s'embarrasser à qui il s'adressait des petits signes d'intelligence, qui disent tout ce qu'on veut, précisément parce qu'ils ne disent rien, des mots sans suite, toujours favorablement interprétés. Puis, quand 9 heures sonnaient, il disparaissait pour aller chez le roi. Chez le roi! À cette époque, ces 3 monosyllabes avaient bien de la valeur. Il semblait que le ministre qui revenait de chez le roi apportait au front quelque chose qui ressemblait à une auréole, et ceux qui assistaient aux fêtes de son excellence n'étaient pas très convaincus qu'il n'en recevait pas un reflet affaibli. « Je sors de chez monsieur Decazes, qui sort de chez le roi », c'était un mot qu'on aimait à dire en rentrant chez soi. Decazes, vous le voyez, est devenu incontournable à Paris. Or, il va encore renforcer sa position dans les années qui vont suivre. Vous écoutez Radio Classique. Et l'influence d'Élie Decazes est maintenant devenue très importante. Il profite d'un certain nombre d'affaires pour évincer les ministres qui ne lui conviennent pas, les remplacer par des hommes de confiance. Et il y a toujours cette relation extrêmement privilégiée avec Louis XVIII, qui lui accorde évidemment dans les affaires politiques du pays une place de plus en plus éminente. Il prend même une telle place que le président du Conseil, c'est toujours le duc de Richelieu, a du mal maintenant à lutter contre les volontés du favori. Tous deux ne s'accordent notamment pas sur la politique à mener. Richelieu voudrait faire une politique très à droite, alors que Decazes souhaite faire une politique qu'on appelle du juste milieu, conformément à ce que lui écrivait le monarque quelques mois plus tôt. Rappelez-vous, marchons entre la droite et la gauche. Richelieu est impuissant devant l'influence extraordinaire de Decazes. Jean-Baptiste Galen, que connaissent bien les auditeurs de cette émission, vient de faire paraître aux éditions du Cerf un ouvrage intitulé « L'invention du en même temps ». Il écrit « Entouré des vieux clivages du vieux monde, Élie Decazes tente de mettre en marche une nouvelle offre politique. Sa démarche est originale, le favori ne propose pas de troisième voie entre la droite et la gauche, il ne propose pas non plus une nouvelle façon de penser la cité. Decazes estime pouvoir rassembler autour de lui tous les modérés des deux bords politiques. Il cherche à appliquer ce qui s'appelle alors la politique du juste milieu. Il estime qu'entre les deux bords politiques qui polarisent le débat, il existe une place, un vide politique à combler. Le favori ne va pas chercher à fonder de parti ministériel. L'organisation et la structuration d'un parti seraient bien trop rigides et pénibles pour la mise en œuvre d'une politique souple, devant articuler des avis
contradictoire. Et en parallèle, on voit le ministre de la police multiplier les occasions de renforcer ce réseau par des soirées, par toutes sortes d'occasions. Et les ultras, peu à peu, se trouvent remplacés dans le ministère par des amis du favori, contre la volonté, bien sûr, de Richelieu, qui lui essaie de faire tout ce qu'il peut, bien entendu, pour ne pas les radicaliser. Alors que Richelieu part pour Aix-la-Chapelle, on est là en septembre 18, Richelieu s'en va négocier le départ des troupes étrangères qui occupaient quand même la France depuis 3 ans, depuis 1815, les troupes d'occupation restaient là. Decazes va profiter de cette absence pour mettre en œuvre véritablement sa politique. On pourrait presque parler d'un coup d'État feutré. Et lorsque Richelieu revient à Paris, alors qu'il vient d'obtenir le départ des troupes étrangères, Decazes, on peut dire, occupe une place telle que Richelieu n'a plus le choix et il est contraint de démissionner. Ainsi, au mois de décembre 1818, Élie Decazes n'a plus personne contre lui, plus d'obstacles à la mise en œuvre de sa politique. Il a 38 ans seulement. Il sait qu'il ne peut pas assumer la fonction de président du Conseil. À cette époque, ça paraît vraiment trop jeune, 38 ans. Alors, il va mettre dans cette fonction un ancien général de Napoléon, le général Dessolles, qui a été soigneusement choisi pour son absence totale de poids politique, et on sait qu'il ne fera pas d'ombre au favori. C'est un homme de paille, si vous voulez. Il est là pour faire de la figuration, et pendant ce temps-là, c'est évidemment Decazes qui est à la manœuvre. Le gouvernement est composé de personnes qui émanent de la droite et de la gauche. Decazes est d'abord avant tout un pragmatique qui se crée un nouveau ministère, le ministère de l'Intérieur, auquel il incorpore tous les anciens services du ministère de la Police que remplace ce ministère de l'Intérieur. Politiquement, le favori a aussi les mains libres. Il met en place ce qui s'appelle la politique de bascule, avec des réformes, des nominations qui sont calculées pour plaire successivement à la droite, à la gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Decazes fait exprès de brouiller les pistes et de plaire à tous. Le problème survient lorsque le favori lui-même finit par se contredire. En 17, il s'opposait à la libéralisation de la presse. En 19, alors qu'il est le président officieux du Conseil, vous l'aurez compris, il propose une loi de libéralisation du régime de la presse. On a envie de dire quelle est la suite là-dedans. Enfin, dans les deux chambres, les députés et les pairs sont déboussolés. Les parlementaires eux-mêmes ne savent pas toujours ce qu'ils doivent voter. Je parle des parlementaires ministériels, ceux qui sont censés soutenir Decazes. Et le ministère est intimement divisé sur la politique à suivre. Lorsque la session parlementaire prend fin, le 10 juillet 1819, le ministère est dans une position délicate, nous dit Jean-Baptiste Galen. Les hommes politiques de gauche l'accusent de mettre en œuvre une politique de droite, tandis que ceux de droite l'accusent d'appliquer une politique de gauche. L'unique sentiment qui rassemble tout le monde est le regret d'une trop grande inertie dans le rythme des réformes menées. Au fil des débats, les scissions se sont révélées et amplifiées au sein du ministère, rendant illisible sa politique et empêchant toute avancée. Paradoxalement, en essayant de plaire à tout le monde au nom de cette fameuse politique de bascule, c'est le nom qu'on lui donne, Decazes finit par décevoir les uns et les autres. Le favori devient la cible de complots qui sont déjoués. Sa femme écrit dans son journal « À côté des conspirations contre l'honneur de mon mari, il y en avait contre sa vie. De tous côtés, on le prévenait qu'il serait assassiné. Des lettres anonymes qu'on m'adressait contenaient les mêmes menaces. Mon mari se rendait tous les soirs chez le roi, il y allait en voiture, mais il revenait souvent à pied, ce qui m'inquiétait beaucoup. Je n'allais me coucher que lorsqu'il était rentré et que je le voyais occupé à écrire ou s'entretenant avec des personnes qui l'avaient attendu en me regardant faire des patiences. » Malheureusement pour le favori, la défiance que ressent son épouse et qu'on ressent d'une façon plus générale, l'animosité qu'il inspire, vont s'amplifier encore dans les semaines suivantes. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1819, le pays connaît plusieurs crises concernant l'ordre public. Le départ des troupes alliées et la politique que mène Élie Decazes contribuent à miner l'atmosphère politique avec des incivilités qui, sur tout le territoire, ont tendance à se multiplier. Richelieu, qui à l'époque traverse la France, écrit dans une lettre à Decazes « L'esprit révolutionnaire a fait d'immenses progrès. Quelle rage, quelle frénésie dans les journaux. Bon Dieu, serait-il donc vrai que Bonaparte, avec son bras de fer, était seul capable
capable de gouverner notre pays? On finit par se poser la question, me direz-vous. Le préfet de la Gironde, dans sa correspondance avec Élie Decazes, fait part de la haine, des tensions qui animent la population bordelaise et qui s'accroissent sans cesse. Les journaux locaux n'hésitent désormais plus à attaquer les personnes et à les attaquer jusque dans leur vie privée. Voyez le climat délétère. Les ambassadeurs étrangers à Paris craignent de voir un esprit de révolte gagner de nouveau une France qui a habitué l'Europe à ce genre de débordement. Dès le mois de mars 1819, l'ambassadeur russe tente de convaincre son tsar d'envahir la France à nouveau pour éviter une nouvelle révolution. L'ambassadeur autrichien déclare que dans moins de 18 mois, la guerre éclatera inévitablement et que la France sera découpée entre différentes puissances européennes. Il va loin, lui. Face à la panique de son ambassadeur, Metternich écrit d'ailleurs une lettre au duc de Wellington sur la politique de Decazes. Intéressant cette lettre. Jamais contradiction plus forte, plus directe, plus énergiquement soutenue par les mêmes hommes n'a été offerte au public en aucun pays, aucune période de l'histoire. Nous regardons ces faits et tout ce qu'ils renferment de bizarre comme le comble de l'inconséquence et de la faiblesse et comme sa véritable épopée. Quel sera le résultat de l'entreprise? Je vous avouerai franchement que je n'en sais rien. Tout peut être calculé. Or, la déraison et la faiblesse. Face à ce climat de tension, le favori va jouer son va-tout. Afin de conserver le pouvoir, nous dit Jean-Baptiste Galen, Élie Decazes pratique la politique du pire. Il affirme à tous ceux qui veulent bien l'entendre que s'il perd le pouvoir, c'est l'extrême droite, à savoir les ultras, qui le remplacera. Moi ou les extrêmes, voilà le jeu risqué auquel jouait Decazes. Sauf que cette stratégie est dangereuse. Elle fait de l'extrême droite la seule alternative à sa politique. Ainsi, tous ceux qui tentent d'avoir un discours modéré ou qui s'opposent à Decazes se retrouvent dépassés par les extrêmes qui prolifèrent dans un climat d'hystérisation généralisée. Il y a un événement qui va mettre fin à l'aventure Decazes, et ça c'est un de ces événements inattendus dont l'histoire a le secret. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai eu l'occasion de vous raconter cet événement, c'est dans la nuit du 14 au 15 février 1820. Le duc de Berry, le neveu du roi, celui en qui le régime pourrait incarner son avenir, se fait assassiner à l'opéra. Il était, juste devant l'opéra pendant un entracte. Il était le seul à pouvoir donner aux Bourbons une véritable descendance. Decazes est directement accusé d'être le responsable du climat de tension qui déchire le pays et qui a rendu ça possible. Dans les premiers jours, Louis XVIII essaie de défendre son favori. Il le maintient coûte que coûte, mais le 20 février, la pression est vraiment trop forte et Élie Decazes doit démissionner. Le voilà parti pour l'exil, le voilà parti pour Londres. Richelieu revient donc aux affaires et va former un ministère à forte coloration ultra, et un an plus tard, les ultras renverseront Richelieu et prendront définitivement le pouvoir. Pour clore la parenthèse Decazes, Chateaubriand écrit « Nos larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imprudent ministre, les pieds lui ont glissé dans le sang, il est tombé. » Dans le sang dont on parle évidemment, c'est le sang du duc de Berry. Alors vous avez bien compris que les ressemblances avec des événements plus récents ne sont pas tout à fait fortuites dans cette histoire d'Élie Decazes. Et d'ailleurs, comme l'indique le titre de son livre « L'invention du en même temps », Jean-Baptiste Galen assume la comparaison entre la personnalité d'Élie Decazes et celle d'Emmanuel Macron et entre les politiques que l'un et l'autre ont tenté de mener. Même volontarisme virtuose, même volonté de dépasser d'anciens clivages, même aspiration au progrès et peut-être plus étonnant, même intérêt pour la pensée du philosophe politique le plus marquant de cette époque de la Restauration, Saint-Simon, le fondateur du saint-simonisme. On dit parfois comparaison n'est pas raison. En histoire, ça peut être en tout cas une expérience extrêmement féconde. Vous écoutez Radio Classique.